Je vais donc retrouver mon tableau blanc. Excusez-moi. Euh, voilà, donc normalement, vous pouvez voir le tableau. Donc, j'ai terminé la dernière fois sur... je vais le déplacer là où je peux écrire. Donc, on a terminé la dernière fois sur euh, la preuve que ATM n'est pas décidable. Alors, juste pour revenir, hein, on a donc... utiliser mon petit laser, là. On a donc parlé de cet ensemble, d'accord, que j'ai appelé SL ici, l'ensemble de tous les langages possibles, et on a montré par ce principe de diagonalisation, avec l'analogie entre réel et entier naturel. Enfin, c'est plus qu'une analogie, en fait, c'est même un isomorphisme. Enfin, il y a une correspondance directe entre ces structures. On a montré donc que l'ensemble des langages était forcément plus grand que l'ensemble des machines de Turing possibles, d'accord, tous ces deux ensembles étant infinis, et que donc, par conséquent, il y avait forcément des langages qui étaient non reconnaissables. Alors ensuite, on a dit, bon, d'accord, mais on ne sait pas lequel exactement n'est pas reconnaissable, d'accord. Alors, on est revenu plutôt sur la question de qu'est-ce qui est reconnaissable et qui potentiellement n'est pas décidable. Donc, on a suivi un peu nos classes de langage, on va dire notre schéma un petit peu de découverte que les classes de langage sont décidables en utilisant ces langages qui sont un peu des langages représentatifs d'une classe entière de langages qui sont des langages d'encodage de machines. D'accord? Donc ADFA, ALBA, APDA. On a vu qu'ils étaient tous décidables. Et ensuite, on a posé la suite logique, c'est ATM. En voyant qu'ATM, on avait déjà vu qu'avec les langages précédents, on avait déjà une forme de circularité qui était problématique, qui n'était pas problématique d'un point de vue formel, mais d'un point de vue conceptuel, on voit bien qu'on n'a plus cette séparation entre machine et langage qu'on avait avant. On a maintenant des machines qui reconnaissent des langages qui contiennent des encodages de machines. Donc, on a une forme de circularité. Avec ATM, on a une forme de circularité encore plus importante, puisque maintenant, on cherche un décideur, qu'on a appelé H, là, un décideur qui déciderait un langage qui contient toutes les combinaisons de machines de Turing et de chaînes d'entrée, M, W, telles que M reconnaît W. Donc, on a une machine de Turing qui décide ou reconnaît, enfin, qui reconnaît et ou décide un langage qui contient des encodages, non pas de DFA ou de LBA, mais de machines de Turing. Donc, on a un niveau d'autoréférence supplémentaire. Et donc, on a étudié ATM et on a vu que ATM n'était pas décidable. Pourquoi? Parce que si on suppose que ATM est décidable, c'est la preuve qu'on a vue la dernière fois. Et je vais la refaire parce que vraiment, elle en vaut la peine. Encore une fois, s'il y a une preuve, enfin, c'est pas il y a une preuve que je veux que vous connaissiez, d'accord? Et c'est celle-ci, d'accord? Euh, c'est celle-ci, et je peux déjà vous dire que dans l'examen final, il y aura une question là-dessus, d'accord? Donc j'y reviens, et encore une fois, toutes ces vidéos, toutes ces présentations sont enregistrées, et je vous les mets au fur et à mesure. J'ai mis à jour là récemment les dernières, donc je vous les mets au fur et à mesure sur Camilo. Alors juste attention, il faut les télécharger avant qu'elles soient périmées. Elles se périment toutes au bout d'un mois. J'ai pas la main là-dessus. Je peux pas changer ça. OK. Donc, je reviens sur cette démonstration. Je vais vous la refaire rapidement parce elle vaut la peine et parce qu'elle n'est pas si longue et compliquée que ça. Alors, la, euh, vérifiez bien que vous êtes tous, que j'entends des bruits de fond, vérifiez bien que vous êtes tous avec le son coupé, s'il vous plaît. Euh, je regarde s'il y a des messages. Oui. Non, c'est des messages privés. Je m'en occuperai tout à l'heure. Alors, euh, donc, on suppose, d'accord, l'hypothèse est la suivante. Il existe un décideur, H, pour ATM.
Tout à fait. Groupe 7 demande est-ce que c'est une preuve par l'absurde? En fait, oui, c'est une preuve par l'absurde. Tout à fait. C'est une preuve par l'absurde. Donc, on suppose une hypothèse et ensuite, on va montrer que à partir de cette hypothèse, on arrive forcément à une contradiction. D'accord? Donc, dans toute démonstration, d'accord, si on prend un peu le schéma de la déduction naturelle, si vous partez d'une hypothèse, hypothèse 0, et que vous arrivez à un moment dans votre démonstration à montrer que P est vrai, et ensuite plus tard que non P, enfin, peu importe l'ordre, hein, alors vous pouvez déduire que votre hypothèse était fausse. D'accord? Donc de cette démonstration, vous pouvez déduire dans une démonstration plus grande, d'accord, que par conséquent, non HIP 0. D'accord? C'est ça la démonstration par l'absurde. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, je mets ça de côté, on pourra le réutiliser tout à l'heure. Donc, on suppose qu'il existe un décideur H pour ATM. D'accord? Et donc, s'il existe un décideur H pour ATM, alors on peut tout à fait construire une machine. Encore une fois, un rappel ATM, c'est l'ensemble des encodages de machines M et de chaîne entrée W, telle que M est une machine de Turing qui accepte W. D'accord? Alors maintenant, à partir de H, on va fabriquer notre machine de Turing D. Mon anglais, c'est un peu plus facile de d'écrire comme ça. On input M, qu'est-ce qu'on fait? On exécute H sur M qui prend un encodage d'elle-même. D'accord? Donc, l'encodage de M est donné en entrée, est donné en chaîne d'entrée à la machine de Turing, à la machine M. D'accord? M étant n'importe quelle machine de Turing. Peu importe. C'est la machine de Turing qui est donnée en entrée à D. D'accord? Si H accepte, alors on rejette, d'accord? D rejette. Donc on fait l'inverse de ce que on prend la décision inverse de la décision que prend H. D'accord? Donc si H et en l'occurrence, hein, H étant un décideur, on n'a pas à se poser la question de et si H loupe indéfiniment. On part du principe que H est un décideur pour ATM. D'accord? On donne à H n'importe quel donc, on donne à H toujours une paire d'informations, d'accord, deux choses, d'accord, un encodage d'une machine de Turing et une chaîne d'entrée. Et quoi qu'on lui donne, si on lui donne un encodage d'une machine de Turing et une chaîne d'entrée, H décide, H s'arrête, toujours, rejette ou accepte. C'est notre hypothèse de départ. Donc, c'est important de bien comprendre ce que c'est qu'un décideur, hein, pour comprendre cette preuve. Et ça, on a fait tout un travail avec le TD avant, justement, pour être clair, décideur, reconnaisseur, etc., pour vraiment être clair. Un décideur, c'est une machine de Turing qui reconnaît le langage, mais qui est une machine de Turing particulière dans le sens où elle ne boucle jamais indéfiniment. Elle s'arrête systématiquement. Donc, elle va forcément arriver à accepter ou rejeter. Donc, H se retrouve forcément dans un de ces deux cas. Accepte ou rejette. Et D va être construit à partir de H. Donc, D appelle H. Ça, c'est pas un problème, hein. On peut dire que D simule H et appelle H. Et donc, D va faire tourner H et va prendre la décision opposée à H. D'accord? La seule chose qui est un peu particulière avec D, c'est que D prend juste une machine de Turing, un encodage d'une machine de Turing, d'accord? Et on va toujours donner à cette machine de Turing son propre encodage. Donc, comme je vous ai dit, c'est comme si, en fait, pour construire D, il faut juste faire une petite modification sur votre programme. Imaginez votre programme, le troisième programme que vous avez écrit, d'accord? Où vous prenez un encodage d'une machine de Turing.
Bon, au lieu de demander à l'utilisateur de rentrer une chaîne d'entrée, vous zappez cette étape-là. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez le fichier texte et vous le mettez à la place de votre variable chaîne d'entrée. Supposons que vous aviez une variable chaîne d'entrée égale talala, et bien maintenant, vous prenez le fichier texte dans son intégralité, d'accord, en mettant des \n à la place de chaque retour de ligne, etc. Vous prenez le fichier dans son intégralité et vous le rentrez dans la machine automatiquement comme chaîne d'entrée. D'accord? Votre programme dit, eh bien, la machine de Turing accepte son propre encodage, alors vous rejetez et vice-versa. C'est vraiment une petite modification. Je pense que pour certains d'entre vous, ça vous prendrait peut-être 20 minutes, une demi-heure à faire cette modification, peut-être une heure, cette petite modification. C'est vraiment pas grand-chose. C'est une modification de votre programme qui est tout à fait légitime. D'accord? Maintenant, le problème qu'on crée là en faisant cette modification, c'est que votre programme, et c'est là où il va y avoir la limite de l'exercice avec votre programme, c'est que votre programme est en Java, il faudrait qu'il soit fait avec une vraie machine de Turing, ce qui est possible, hein, puisque Java et la machine de Turing sont des modèles informatiques équivalents, enfin des modèles de calcul équivalents en termes de calcul, de puissance de calcul. Les deux sont équivalents. Donc, on pourrait tout à fait réécrire tout votre programme dans une machine de Turing, mais ce serait des pages et des pages. Je veux dire, les états, etc., ce serait illisible, incompréhensible et très, très, très long à générer, mais c'est possible. Et il faudrait maintenant que cette machine de Turing, qui est l'équivalent de votre programme Java, de votre interpréteur, on le rentre comme machine d'entrée de D lui-même, enfin du programme. D'accord? C'est-à-dire, c'est la machine qu'on lui donne. Et on demande, est-ce que cette machine accepte elle-même? Donc, la question qu'on pose, c'est donc c'est la troisième partie de la preuve, si vous voulez. Donc, on a l'hypothèse, ensuite on construit D, et ensuite on pose la question, D accepte-t-elle D? D'accord? Puisque D prend toujours comme input un encodage de machine. D est une machine, donc on peut demander est-ce qu'elle prend l'encodage d'elle-même. D'accord? Eh bien, la réponse, c'est que il y a deux possibilités. D'accord? Comment est-ce qu'on sait si D accepte D? Eh bien, il faut exécuter les actions qui sont données là. Donc, on va faire tourner H. D'accord? D accepte-t-elle D? Eh bien, on fait tourner H sur D. D'accord? Donc, il y a deux possibilités. D'accord? Deux possibilités. Soit H accepte, ce qui veut dire H accepte, c'est quoi? C'est équivalent à dire quoi? Si H accepte, ça veut dire que H étant un décideur pour ATM, d'accord? Si H accepte, ça veut dire que enfin DD en l'occurrence ici, d'accord? DD est dans ATM. D'accord? Ce qui est équivalent à dire, quand j'utilise ces trois barres pour juste dire c'est équivalent, à dire si DD est dans ATM, ça veut dire que D accepte D. D'accord? J'espère que ça, c'est clair. Soit, je vous laisse 2 secondes pour terminer cette phrase. Il y a mon fils de 2 ans qui a besoin d'attention. Terminez l'autre phrase. Désolé.
OK, soit, autre possibilité, H rejette. Et dans ce cas-là, ça équivaut à DD n'est pas dans ATM et donc D rejette D. D'accord? Bon, eh bien, si on est dans le cas numéro, dans ce cas-là, d'accord, dans le cas A, cas B, d'accord? Si on est dans le cas A, alors on a dit que euh, puisque H accepte, alors D rejette. D'accord? Donc, si H accepte, ce serait bien si je pouvais avoir de la place, alors D rejette. Et si H rejette, alors D accepte. Mais D accepte et rejette quoi? Ben, D rejette la chaîne d'entrée, qui est l'encodage de D. D'accord? Donc on a là, donc ça c'est la troisième étape, c'est on réfléchit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que D accepte son propre codage? Et on regarde les deux possibilités, soit H accepte, soit H rejette. Mais la quatrième étape de la preuve, c'est de constater que, quelle que soit la situation, si H accepte, alors ça veut dire que D accepte D. Eh bien, quand D accepte D, la conclusion, c'est que D rejette D, ce qui est une contradiction, et que quand D rejette D, D accepte D, ce qui est aussi une contradiction. Donc, dans tous les cas, on atteint cette situation où, à partir d'un certain exemple, on a deux possibilités, soit P est vrai et de P, on déduit que non P, soit non P est vrai et de non P, on déduit que P. Donc, on aboutit à une contradiction. Donc, on a une contradiction. Ce n'est pas la fin de la preuve. Attention, ce n'est pas la fin de la preuve. On a une contradiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, notre hypothèse est fausse. C'est ça la conclusion qu'on peut faire quand on aboutit à une contradiction. C'est que notre hypothèse de départ est fausse. Puisque tout ce qu'on a dérivé là tout provient de l'hypothèse. D'accord? Puisque le principe, c'est H est un décideur. Ne loupe jamais. Si H, on lui donne la possibilité de louper pour toujours, c'est pas un décideur, mais c'est un reconnaisseur, on ne peut pas du tout créer D comme ça, et on ne peut pas du tout poser la question de D accepte D, etc. Tout ça n'a plus de sens. Et d'ailleurs, on sait que H peut être un reconnaisseur, puisque vous avez vous-même créé un reconnaisseur. D'accord? Vous avez créé, avec Java, une machine de Turing qu'on peut appeler une machine de Turing universelle qui reconnaît n'importe quelle machine de Turing et qui est capable de dire, pour n'importe quelle chaîne d'entrée, qui est capable d'essayer de répondre, de répondre à la question, si c'est possible, est-ce que cette machine de Turing accepte W, la chaîne d'entrée, mais il est tout à fait possible de rentrer une machine qui va boucler indéfiniment et de ne jamais obtenir de réponse. D'accord? Et là, on a supposé qu'on trouvait une machine de Turing universelle particulier qui est un décideur. Et ce serait formidable, parce que ça veut dire qu'on pourrait résoudre n'importe quel problème, en fait. N'importe quel problème calculable pourrait être décidable. Donc, notre hypothèse est fausse, ce qui veut dire qu'il n'existe pas de H qui décide ATM. Mais attention, même là, j'ai envie de dire, la preuve n'est pas encore complètement aboutie. D'accord? Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas de H qui décide ATM? Ça veut dire que, et c'est vraiment ça le résultat, donc ATM est indécidable. D'accord? ATM qu'on sait être Turing recognizable, reconnaissable, pas de problème. C'est facile de prouver que c'est reconnaissable, c'est trivial, mais non décidable. Voilà. Ça, c'est la preuve dans son intégralité qui nous permet donc de déduire que, pardon, je cherche retrouver ma page, de déduire que
Est-ce que c'était? Voilà. Donc, il existe bien des langages, en tout cas au moins un qui est indécidable, c'est-à-dire qui est au-delà des frontières du décidable, qui est reconnaissable, mais indécidable. D'accord? C'est le cas de ATM. Alors, est-ce que ça veut dire que pour tout... Alors déjà, est-ce qu'il existe d'autres langages indécidables? On peut se poser la question. Est-ce que c'est le seul? Et s'il en existe d'autres, est-ce qu'à chaque fois, on va devoir aller faire ce genre de preuve un peu compliquée par l'absurde et en utilisant un principe de diagonalisation? Je reviens sur le principe de diagonalisation, parce que c'est quand même important. On l'a utilisé pour... c'est vraiment un concept très important dans ce cours. On l'a utilisé pour montrer qu'il y avait plus de réel que de naturel, mais on l'a utilisé ici aussi, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'une certaine manière, on a créé, c'est expliqué dans le livre, je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais on a supposé que les machines M1, M2, M3, etc. pouvaient prendre donc leur propre encodage. C'est le principe de... Enfin, pouvaient prendre n'importe quel encodage de machine. Et on a créé une machine diagonale particulière qui, 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 euh, c'est ça, qui s'intéresse à cette diagonale-là, c'est-à-dire aux machines, d'accord? Aux machines c'est ça la diagonale, qui prennent leur propre encodage. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on ajoute l'idée que ces machines-là, elles prennent leur propre codage, mais on va ajouter l'idée elles vont nier la réponse. Elles vont faire l'opposé. D'accord? C'est le accept, rejette. D'accord? Donc ici, on ajoute la notion de négation, que je mets ici sous forme logique. Et ça doit vous rappeler pour le R étoile, pour ce nombre réel qui n'est pas dans notre tableau. D'accord? On avait fait un plus 1, plus 1, plus 1 sur chaque chiffre pour trouver un réel qui va forcément être différent de tous ceux qui sont dans notre tableau. Bah, le plus 1, c'est aussi la négation. C'est la même chose. D'accord? Donc, à chaque fois, on retrouve ce principe-là. Et ensuite, à partir de là, on pose la question, est-ce que R étoile appartient à R? Et on arrive à une contradiction. Ici, c'est pareil. On pose la question, est-ce que D prend son propre encodage? Et on arrive à une contradiction. C'est ça le principe de la diagonalisation. C'est toujours une recette qui inclut 3 éléments. Une première autoréférence, notre fameuse circularité dont on a parlé avant, d'accord, qui revient là, autoréférence. Quelqu'un me demande, c'est quelqu'un... Ah oui, pour le non logique, pardon, c'est celui-là. Il y en a deux. Hein. On peut soit utiliser ça, d'accord, non P, euh, P ou non P. Et parfois, on voit aussi P ou non P. D'accord, les deux sont possibles. Donc, c'est une espèce de gamma à l'envers. OK? Donc, il y a toujours 3 éléments dans une diagonalisation. Il y a une première circularité. Ah, désolé, je ne sais pas ce qui génère ça, mais il y a, avec la nouvelle version de macOS, quand on utilise certains gestes sur une caméra, automatiquement, ça génère des émoticônes. C'est assez drôle. Et donc, j'ai réussi à générer les ballons, je ne sais pas comment. J'aimerais bien le refaire, mais je ne sais pas. OK. Donc, il y a toujours une première autoréférence. Ensuite, il y a une forme de négation, toujours. D'accord? Donc, dans le passage, rejette, accepte, accepte, rejette, on a l'idée de la négation. Et ensuite, on a une deuxième autoréférence. D'accord? C'est ici. Toujours. D'accord? La version la plus simple de la diagonalisation, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Russell. D'accord? Cette notion de diagonalisation est souvent liée aussi aux notions de paradoxe, qui remontent à la Grèce antique, hein, le paradoxe du menteur, tous ces paradoxes-là, le paradoxe de Zénon, etc. Donc, si vous vous intéressez à la logique, c'est passionnant.
Mais c'est vraiment intéressant puisque c'est vraiment un domaine où la logique et les mathématiques se rencontrent. D'accord? Donc, pour ceux qui sont plus intéressés par l'enseignement des mathématiques, ça peut être vraiment très, très riche d'essayer alors pas forcément d'enseigner à vos étudiants, à vos élèves, le concept de la diagonalisation qui peut être un peu compliqué, mais de leur montrer que il y a des points de jonction très forts entre logique et mathématiques. D'accord? Je vous donne un exemple là, justement parce que c'est important. C'est donc le paradoxe de Russell de la théorie des ensembles, que vous connaissez peut-être déjà sans doute. Je vais juste effacer ça. D'accord? Il est très très simple. C'est supposer un... C'est pas ça que je voulais. Supposer un ensemble un peu particulier, d'accord? Qui est l'ensemble de tous les ensembles tel que cet ensemble n'appartient pas à lui-même. D'accord? Je vais utiliser plutôt S, ce sera plus intuitif. Petit s. D'accord? Ensemble de tous les ensembles. Mais le problème de S, c'est que ça ressemble trop à mon... Non, X, c'est bien. Donc, de tous les X, tel que X n'appartient pas à X. D'accord? Donc, tout l'ensemble de tous les ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes, c'est pas très compliqué. D'accord? Si vous prenez cet ensemble, 1, 2, 3, bah, il n'appartient pas à lui-même. D'accord? Mais si vous prenez un ensemble, alors un ensemble qui appartient à lui-même, alors qu'est-ce que ce serait un ensemble qui appartient à lui-même, pardon, euh, euh, bah, tout simplement, alors là j'ai un gros blanc, pourtant c'est quelque chose que j'ai déjà présenté des millions de fois. Euh, Bah, si tout simplement, voilà, vous définissez l'ensemble E, d'accord, avec 1, 2, 3, E, tout simplement. D'accord. Euh, donc, cet ensemble appartient à lui-même, quel que soit E. Enfin, E est défini là, en l'occurrence. D'accord. Donc, il faut utiliser une variable ici pour que ça ait du sens. Mais peu importe, vous pouvez poser donc la question, est-ce que S appartient à lui-même ou pas? Eh bien, si S appartient à S, d'accord, par définition, de S, alors S n'appartient pas à S, puisque c'est l'ensemble de tous les ensembles qui n'appartiennent pas eux-mêmes. Euh, et si S n'appartient pas à lui-même, bien par définition de S, alors S appartient à S. Voilà. Diagonalisation, tout simple. Mais vous retrouvez toujours donc les trois éléments dont j'ai parlé, d'accord? Une première autoréférence de X qui appartient à X, d'accord? Autoréférence 1, d'accord? La négation, et ensuite une deuxième autoréférence. En fait, on peut analyser, et c'est ça qui est intéressant avec certains modèles de logique, on peut analyser vraiment le mécanisme logique indépendamment du contexte. C'est-à-dire, on s'en fiche si c'est des ensembles, on s'en fiche si c'est des machines de Turing, on s'en fiche si c'est des naturels et des réels. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que l'autoréférence de l'autoréférence génère une forme de point fixe sur sur une certaine fonction. Donc, vous avez une certaine façon de combiner l'autoréférence de l'autoréférence qui fait quand vous l'appliquez à une certaine fonction, vous pouvez montrer que cette autoréférence sur cette fonction, d'accord? Donc, on appelle ça le combinateur paradoxal, on l'appelle Y. Quand on l'applique à une certaine fonction, eh bien,
on aboutit à un point fixe, c'est-à-dire que on aboutit à une expression qui est équivalente que si cette fonction est appliquée à toute l'expression. D'accord? Donc, en gros, vous aboutissez à, si vous avez y de f, c'est égal, en gros, à f de y de f, ce qu'on appelle un point fixe, puisque si vous appelez ça x, d'accord, f de x égale x, en gros. Sauf que ce qui est particulier avec le y de f, c'est qu'en gros, vous appliquez y à une fonction et vous aboutissez à cette fonction, enfin, vous avez la même chose que cette fonction appliquée à y de f. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous appliquez maintenant y non pas à f, mais à la négation. Plutôt, je vais utiliser le symbole logique comme je l'ai montré. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez y de la négation est égal à la négation de y de la négation. Donc, vous avez une contradiction. Vous avez P égale non P. Mais en fait, en soi, d'un point de vue logique, ce n'est pas une contradiction, puisque si vous utilisez un f qui est autre que la négation, ça ne pose aucun problème, c'est juste un point fixe. D'accord? Mais si le f est une négation, vous générez un phénomène de contradiction, et c'est ça qui est derrière, qui est le phénomène logique derrière la diagonalisation. D'accord? Donc en fait, ça veut dire que dans tous ces phénomènes de diagonalisation, en fait, on crée des formes de combinateurs paradoxaux, Y, que ce soit avec ma machine D ou avec mon réel R étoile, etc. Je ferme la parenthèse, ça, c'est pas du programme, c'est juste pour les enthousiastes. Voilà. OK. Donc, je reviens sur mon schéma tout à l'heure. Donc, on a ATM. Poser la question, est-ce qu'il en existe d'autres? D'accord? Et s'il en existe d'autres, est-ce qu'on va devoir à chaque fois refaire la même preuve? Ben non. On va pouvoir faire comme on a fait avec D par rapport à H. On va pouvoir construire à partir d'ATM, en fait, on va pouvoir construire toute une chaîne d'autres langages qui sont des langages qu'on peut sentir comme étant trop puissants, trop forts, d'accord, trop larges, pour générer toute une série qui sont trop larges pour être décidables, d'accord? Donc, je vous donne un autre exemple, mais en fait, il y en a toute une série d'exemples comme ça. Un autre exemple, c'est est-ce que c'est le langage ALT? En fait, celui-là est presque plus connu et plus important comme résultat que ATM, parce que vraiment, d'un point de vue informatique, il nous apporte un résultat à la fois surprenant et important. D'accord? Enfin, dans un sens, il n'est pas surprenant, mais c'est quand même un résultat d'une grande ampleur. Et c'est le résultat qui vraiment répond au Einstein-Problem, d'accord, de David Hilbert, le problème de la décision, et qui peut nous permettre de dire avec certitude, d'accord, en résolvant alt, de dire avec certitude, ben non, ces deux problèmes-là que David Hilbert a proposé de résoudre au XXe siècle ne peuvent pas être résolus. Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de solution. C'est impossible de les résoudre. Alors, qu'est-ce que c'est que alt? Ben, tout simplement, c'est l'ensemble des machines de Turing, juste M, tel que M s'arrête. En anglais, M halts, s'arrête toujours. Alors, est-ce que s'arrête pour tout? Attendez, je regarde dans le livre si ça dépend d'un W. Vous l'avez, page, décidabilité. Non, c'est pour un certain input, pardon, 216, page 216. Non, c'est mieux pour un certain input, c'est plus gérable. Donc c'est M est une machine de Turing et M, je vous le mets en anglais parce que le terme ALTS est typique de ces est un terme important à connaître. C'était une machine de Turing qui s'arrête, donc halt, qui halt, avec la chaîne d'entrée W. Alors, comment est-ce qu'on peut prouver que halt, en fait, dans le livre, il l'appelle halt TM, est indécidable?
on n'a pas besoin de refaire toutes ces preuves. En fait, tout ce qu'on peut, tout ce dont on a besoin. Alors, c'est toujours une démonstration par l'absurde, hein, mais on n'a pas besoin de refaire la diagonalisation. Tout ce qu'on a besoin de montrer, c'est que si alt a un décideur, alors ATM a un décideur. Or, ATM est indécidable, donc alt est indécidable. D'accord? Il suffit de montrer que si alt est décidable, alors ATM est décidable. C'est le principe de réduction, en fait. On peut réduire des problèmes à d'autres problèmes. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Bah, tout simplement, on crée une machine qu'on va appeler S. D'accord? Vous l'avez dans le livre, page 217. On crée une machine qu'on va appeler S. J'ai pas beaucoup de place là. J'essaye de tout faire sur le même tableau, mais c'est pas forcément une très bonne idée. Donc, S. On input MW. Donc, où M, c'est un encodage d'une machine de Turing et W, c'est une chaîne de caractères. Alors, AR décide halt, d'accord? Donc, on suppose qu'on a trouvé un décideur. C'est notre hypothèse. Il existe un décideur, d'accord? R qui décide alt M. Donc, sur l'input M, W, on fait tourner R si R rejette. Donc, c'est-à-dire que R nous dit que M ne s'arrête pas. D'accord? M est capable de nous dire, en gros, enfin, R est capable de nous dire, donc, que la machine M ne s'arrête pas sur W. Donc, ça veut dire qu'on a l'information qu'on est en train de boucler toujours, donc on rejette. D'accord? Pardon. Si R accepte, ça veut dire que la machine nous dit, donc ça va s'arrêter, donc il suffit de simuler. Jusqu'à l'arrêt. Donc, il suffit de simuler M, cette fois-ci, jusqu'à l'arrêt. On sait qu'elle s'arrête, de toute façon. On a l'information puisque R accepte. Donc, ensuite, if M accepte sinon, rejette. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de S? Ben, S decides ATM. S, en fait, on a créé là, à partir de R, on a créé un décideur pour ATM. D'accord? S peut décider si M accepte W ou pas, sans jamais avoir le problème de louper pour toujours, puisque Alt nous donne la réponse. Or, ça, donc une contradiction. Enfin, je veux dire, on sait que ATM est. Il faut que je fasse attention parce que là, j'écris dans deux langues différentes. Or, ATM est indécidable. Donc là, on a une contradiction. Donc, il n'existe pas de R qui décide. D'accord? Hypothèse fausse. Il n'existe pas des R qui décident Alt, TM. D'accord? Donc, à partir de là, on peut déduire que Alt, TM. On peut déduire que Alt, TM. On peut donc déduire que Alt, TM est indécidable. OK? On peut faire la même chose avec d'autres problèmes. Vous en avez dans le livre, je ne vais pas tous les voir. Mais par exemple, l'équivalence
Non, je reviendrai là-dessus plus tard. OK. Donc, pourquoi est-ce que alt est considéré comme un exemple important, enfin un résultat important? Tout simplement parce que ici, on a maintenant la preuve que on a maintenant la preuve que. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? C'est-à-dire qu'il est possible de décaler. Ah, c'est ça que je voulais faire plutôt. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, on va dire mon cercle là. Donc, Alt, il est ici, hein. On a maintenant donc la preuve qu'il est impossible de concevoir un programme qui va nous dire, d'accord, c'est le problème de, je ne sais plus si c'était Félix ou c'est le problème qui était posé plus tôt, c'est est-ce que je peux trouver un moyen de retenir les dernières configurations ou peu importe la technique pour pouvoir savoir à coup sûr si ma machine, en fait, elle va s'arrêter à un moment ou à un autre ou pas. Là, j'ai un résultat qui me dit non, ça, c'est pas possible. C'est dans l'essence même de la définition même de ce que c'est qu'un algorithme, d'accord? Vraiment dans la définition d'un algorithme au sens le plus large et le plus intuitif que vous pouvez imaginer, ça fait partie de notre condition, j'ai pas envie de dire humaine, ce n'est pas tout à fait le cas, mais notre condition physique, spatiale et temporelle, que n'importe quel schéma d'instruction qu'on suit ne pourra jamais dire si un autre schéma d'instruction, un autre algorithme, s'arrête à coup sûr ou pas. C'est juste pas possible. C'est théoriquement pas possible. C'est pas techniquement pas possible. C'est pas technologiquement pas possible. C'est pas une question de progrès. C'est pas quelque chose que l'informatique quantique peut changer. D'accord? C'est juste pas possible. C'est un résultat mathématique qu'on vient de voir. D'accord? Il n'y a pas d'algorithme qui permet de dire si un autre algorithme va s'arrêter ou pas. Et on peut le comprendre intuitivement en se disant, bah, effectivement, puisque cet algorithme lui-même, potentiellement, ne peut ne pas s'arrêter. Et donc, est-ce qu'un algorithme est capable de parler de lui-même? D'accord? Est-ce qu'un algorithme est capable de donner des résultats sur lui-même? Oui, jusqu'à un certain point. C'est ça qu'on dit. D'accord? Oui, jusqu'à un certain point. On ne peut pas donner des résultats sur les choses les plus importantes et les plus complexes, qui est le problème de est-ce que, sur les questions les plus complexes, comme est-ce que c'est décidable ou pas. D'accord? Donc, euh, donc, le problème de l'arrêt d'une machine de Turing, donc halt, d'accord, est un problème connu et important dans ce domaine-là parce que il représente un petit peu cette limite fondamentale de la décidabilité qu'on retrouve dans le théorème d'incomplétude de Gödel, qu'on retrouve dans plusieurs autres théorèmes de limitation, d'accord, qu'on peut appeler des théorèmes de limitation à terme des formalismes qui sont tous liés les uns aux autres. D'accord? Mais cette version, je trouve, le problème de l'arrêt d'une machine de Turing ou de ATM est intéressant parce que c'est des résultats beaucoup plus faciles à appréhender que ceux, par exemple, de Gödel sur l'incomplétude, etc. Mais ils sont tous liés, en fait. Ils sont tous liés. Ils ont tous la même origine fondamentale logico-mathématique. D'accord? Ils sont tous liés les uns aux autres. OK. Alors, donc, on a alt, on a ATM, on en a d'autres en fait dans le même schéma. Maintenant, il nous reste quand même un point qu'on n'a pas, il reste un point qu'on n'a pas exploré, d'accord? C'est la question des problèmes qui sont non Turing recognizable, d'accord? On a dit qu'il y en avait, on a même dit qu'il y en avait une infinité, mais on n'en a pas nommé. Alors, il y a un théorème qui est à la fin de alors, il y a quelques autres problèmes là qui sont indécidables, qui sont dans le livre. Je vous en mets par exemple, ETM est aussi indécidable. ETM, c'est l'ensemble des machines telles que le langage de M est vide. D'accord? L'ensemble des machines telles que le langage est vide. Donc ça, c'est impossible, c'est aussi indécidable. Voilà, il y en a plusieurs exemples. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a des problèmes
on peut identifier, en dehors de dire il y en a une infinité, il y en a, mais on ne sait pas lesquels. Est-ce qu'on peut, on peut vraiment mettre le point sur certains problèmes qui sont non Turing recognizable? Et moi, je trouve personnellement ces problèmes fascinants parce que ce sont des problèmes pour lesquels on n'a même pas de machine de Turing qui permet de les reconnaître. Donc, ça veut dire que l'exercice que je vous ai demandé de faire, par exemple, pour le projet numéro 3, il est faisable puisque c'est Turing recognizable. Mais dans ces cas-là, de ces langages, ça n'aurait même pas de sens pour un professeur de demander à des étudiants, parce qu'il ne pourrait même pas réussir à accepter quand il faut accepter. C'est-à-dire que c'est des problèmes pour lesquels on ne peut même pas accepter les chaînes qui sont dans le langage. D'accord? Je trouve ces problèmes fascinants parce que d'un point de vue conceptuel, c'est difficile de concevoir ces problèmes. Alors, il y a un résultat à la fin donc, du chapitre 4 qui est très intéressant parce qu'il nous dit, et en fait, quand on y réfléchit, c'est un théorème assez facile à prouver. D'ailleurs, vous avez la preuve, je vous invite à la regarder. On va juste la parcourir ensemble rapidement. Ce théorème nous dit que un problème est décidable si et seulement si A est Turing recognizable, d'accord, et co-Turing recognizable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On dit que A est décidable si A est reconnaissable. Bon, ça, c'est évident. D'accord? Si et seulement si, hein, d'accord? Si et seulement si. Et co-Turing recognizable. Alors, on n'a pas vu trop les compléments. Ils sont ailleurs dans le livre. Ils en parlent beaucoup, notamment sur les langages réguliers, etc. Mais co-Turing recognizable, ça veut dire que le complément de A, d'accord? Donc ça, c'est la même chose que dire le complément de A est Turing recognizable. C'est ça. Hein. Donc co-Turing recognizable, ça veut dire que son complément est Turing recognizable, tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'un langage est décidable? Alors, si il est Turing recognizable, ça c'est évident. Un langage est décidable s'il est Turing recognizable. Enfin, oui, s'il est décidable, il est forcément Turing recognizable. Et de dire s'il est décidable que son complément est forcément Turing recognizable. Ben oui. Pourquoi? Parce que si un langage est décidable, ça veut dire que son complément, il est aussi d'ailleurs décidable. D'accord? Si A est décidable, alors A bar est décidable. Pourquoi? Parce que forcément, je sais si A est décidable, c'est-à-dire que je sais forcément quand je rejette. Donc, si vous créez une machine qui fait l'inverse, comme mon D d'ailleurs, hein, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais si c'est ça, c'est-à-dire qu'il fait l'inverse de ce que fait le décideur de A, d'accord? Quand j'accepte, je rejette, quand je rejette, j'accepte. Excusez-moi, le petit qui vient me voir, je dois m'en occuper aujourd'hui en faisant le point, donc c'est pas évident. Donc, si j'ai une machine qui fait exactement l'inverse, eh bien, j'ai donc un décideur pour le complément. Voilà. Alors, euh, donc ça, c'est évident. Maintenant, dans l'autre sens, si A est Turing recognizable et co-Turing recognizable, pourquoi? Donc, c'est évident que, du coup, si A est décidable, alors A bar est décidable. Et donc, A bar est forcément Turing recognizable. D'accord? Je suis désolé. Hein. Un petit peu compliqué ce matin. Désolé pour le dérangement. Maintenant, dans l'autre sens, ben, si A est Turing recognizable et co-Turing recognizable, ça veut dire que A Turing recognizable, on sait systématiquement quand, d'accord? Il y a les langages, il y a A et il y a A bar. Donc, si A est Turing recognizable, ça veut dire qu'on arrive à décider systématiquement pour tout ce qui est dans A, mais pas forcément pour ce qui est en dehors.
on peut louper pour toujours dans ce qui est en dehors. Mais si A bar est Turing recognizable, c'est-à-dire qu'on arrive à décider aussi pour tout ce qui est en dehors. Donc en fait, en fin de compte, on arrive à décider pour ce qui accepte et ce qui rejette, ce qui doit être dans le langage et ce qui est en dehors du langage. Donc, dans tous les cas, on arrive à avoir une décision. Donc si vous prenez Turing recognizable et co-Turing recognizable ensemble, vous avez un A décidable. Ok, je suis vraiment désolé. Ok, donc ça veut dire que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça fonctionne. Donc, on a bien une équivalence. Alors, pourquoi est-ce que ce théorème est important? Pourquoi est-ce que ce théorème est important? Parce que forcément, de ce théorème, on peut déduire que si A est indécidable, d'accord? Alors forcément, soit A est non Turing recognizable, soit A bar est non Turing recognizable. D'accord? Il y en a un des deux qui est forcément non Turing recognizable, puisque si ça c'est faux, d'accord? D'accord? Par définition, ça veut dire que ça c'est faux. D'accord? Si ça c'est P, non Q. D'accord? Puisque si vous avez P équivalent à Q, alors non P implique non Q. D'accord? Donc, ça veut dire que A est Turing recognizable et co-Turing recognizable est faux. D'accord? Donc, quand vous avez A et B est faux, d'accord? En logique, c'est équivalent à dire soit A est faux, soit B est faux. Soit les deux sont faux. Mais au moins un des deux doit être faux. D'accord? Donc, donc, soit A est non Turing recognizable, mais ça, c'est pas possible. Puisque, donc je prends l'exemple de ATM. D'accord? ATM est indécidable. D'accord? ATM est indécidable. Implique donc que soit ATM est non Turing recognizable. D'accord, j'abrège là. Soit ATM bar est non Turing recognizable. D'accord? Soit ATM est non Turing recognizable, soit c'est non co-Turing recognizable. D'accord? Ce qui veut dire que ATM bar est non Turing recognizable. Bon, on sait que c'est pas vrai que ATM est non Turing recognizable. Par définition, ATM est Turing recognizable. On sait que c'est le cas. D'accord? On le sait. D'ailleurs, vous avez vous-même généré une instance d'ATM qui est. D'accord? Enfin, une instance de reconnaisseur de ATM. Donc, ATM est Turing recognizable. Donc, ça veut dire que ce qui nous reste, c'est que ATM bar est non Turing recognizable. Donc, par définition, on a, enfin, par ce théorème-là, plutôt, pas par définition, mais par ce théorème, on a donc la preuve que ATM bar est en dehors de l'espace de Turing recognizable. D'accord? Donc, c'est un problème qui est non Turing recognizable. En fait, pour tous les problèmes qui sont dans cet espace de non-décidabilité, ça va être pareil pour alt bar, pour E, TM bar, etc. Ils sont tous en dehors. Alors pourquoi? Mais on peut intuitivement comprendre pourquoi c'est le cas. Qu'est-ce que c'est que ATM bar? On vous demande non pas de nous dire quand M accepte W, mais quand M n'accepte pas W. De trouver un mécanisme qui nous permet de savoir que M n'accepte pas W. Or, M peut boucler pour toujours, donc il n'y a aucun mécanisme qui nous permet même de pouvoir accepter les bonnes chaînes. D'accord? Ça veut dire que même quand M boucle indéfiniment pour W, vous devriez avoir un algorithme qui permet de savoir que vous bouclez pour toujours, ce qui est impossible, et donc de déduire que M n'accepte pas W. C'est ça ATM bar. C'est beaucoup plus compliqué et difficile, et en fait, c'est pas seulement difficile, c'est impossible, que ATM. D'accord? Il y a vraiment un décalage entre ATM et ATM bar. C'est toujours cette idée prouvée à la négative, d'accord, de montrer quelque chose à la négative est toujours plus difficile que positif. Donc ATM bar n'est même pas Turing recognizable. Ça veut dire qu'il n'y a même pas la possibilité de fabriquer un algorithme qui permet de reconnaître ATM bar.
pour ça que je trouve ces problèmes fascinants, parce que ces problèmes-là, ils existent. Ce sont des langages qui existent. Enfin, ça fait partie des questions que je pose, mais on peut se demander jusqu'à quel point ils existent. Jusqu'à quel point ils sont réels. Parce que c'est des langages, donc avec des 0 et des 1, hein, encore une fois, hein, ces langages, ce sont des ensembles de chaînes de caractères. Il n'y a rien de plus mystérieux. Mais il n'y a rien de particulièrement mystérieux. C'est pas plus mystérieux que ça, ce sont des ensembles de chaînes de caractères. Mais la façon d'agencer ces ensembles de caractères est tellement particulière, puisqu'on demande quelque chose qui est tellement compliqué, on veut un enchaînement de chaînes de caractères qui est tel qu'on a un encodage d'une machine et d'une chaîne de caractères où cette machine-là, à chaque fois, n'accepte pas cette chaîne de caractères. C'est ça, ATM bar. Et donc ce problème-là est non Turing recognizable. Alors, il y a un problème qui est encore plus compliqué et intéressant de ce point de vue-là, c'est le problème de l'équivalence de deux machines de Turing. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu déjà qu'un problème compliqué, c'est le problème de l'équivalence de deux DFA qui n'est pas context sensitive. C'est décidable, mais c'est un problème, on va dire, décidable très compliqué. Très, très compliqué. D'accord? Au point où il faudrait, en fait, au point où, d'un point de vue pratique, on verra ça avec la complexité, c'est infaisable. C'est décidable d'un point de vue théorique, mais vraiment irrésolvable d'un point de vue pratique. Okay? Mais si on va plus loin et qu'on demande l'équivalence de deux machines de Turing, alors là, c'est encore plus compliqué. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une des deux, par exemple, boucle pour toujours? Comment est-ce que vous décidez que deux machines de Turing sont équivalentes? Comment vous analysez les machines de Turing, sachant qu'il y en a une qui peut boucler sur certaines chaînes d'entrée indéfiniment, voire les deux. D'accord? Aucune, les deux, une. C'est donc un problème très, très compliqué. Ce problème-là est tellement compliqué que même à la positive, le problème de l'équivalence de deux machines de Turing est déjà non Turing recognizable. Alors, ce qui est intéressant serait de se poser la question, alors quid de ECTM bar, d'accord? Donc on peut imaginer qu'en fait on a même des tours de complexité au-delà du non-Turing recognizable, puisque ECTM bar, si on suit l'idée de ATM et ATM bar, ECTM bar est encore plus compliqué, d'accord? Donc il y a tout un champ de l'informatique théorique qui étudie l'agencement de ces 0 et T1, hein, encore une fois, c'est des chaînes de caractères, mais c'est des agencements qui sont de plus en plus chaotiques d'une certaine manière, d'accord? Où il y a un niveau de chaos, où il y a un niveau de complexité dans les schémas de ces agencements, plutôt que de chaos, un niveau de complexité qui devient tellement intriqué et complexe qu'il est impossible de reconnaître ces schémas avec des machines de Turing. Donc, le problème de l'équivalence de deux machines de Turing, encore une fois, c'est un problème très intéressant et très pratique d'une certaine manière. Enfin, c'est un résultat très pratique, d'accord? Je travaille pour une start-up dans le département recherche et développement qui s'intéresse à l'analyse automatique de programmes, d'accord? Pour pouvoir déterminer, trouver des bugs dans les programmes, etc. Donc, on fait des programmes qui analysent des programmes. On est un peu dans ce domaine-là. Eh bien, un des problèmes qu'on aimerait bien résoudre, c'est de pouvoir dire est-ce que deux fonctions sont équivalentes? Prenez deux fonctions, une qui est plus efficace que l'autre, on voudrait automatiquement remplacer l'une par l'autre pour des raisons d'optimisation ou quoi que ce soit. Et c'est un problème qui, d'un point de vue théorique, est en fait insolvable, puisqu'on sait que EQTM, ce problème-là, le problème de l'équivalence de deux Turing machines, de machine de Turing, est un problème qui est même pas indécidable, qui est non Turing recognizable. Donc, de savoir ça, au moins, on peut dire, bon, on part avec un handicap. Alors après, on peut trouver des solutions pour avoir des réponses de temps en temps, pour trouver des contours pour quand même faire quelque chose. Mais au moins de pouvoir dire à son patron, qui vous demande, construis-moi un algorithme qui me permet, avec deux fonctions, de pouvoir répondre oui ou non si elles sont équivalentes ou pas, vous pouvez dire, non, il y a un résultat théorique qui dit que ce n'est pas possible, que c'est juste pas possible. D'accord? Donc, il y a quand même des avantages pratiques à étudier l'informatique théorique pour au moins connaître les limites et savoir que certaines questions sont intrinsèquement compliquées. Dès que vous allez faire de l'analyse de programme, de l'analyse de code, de l'analyse automatique de code, vous allez être confronté à des problèmes comme ça, pratiques, mais qui ont des fondations théoriques. D'accord? Ça va toujours être très, très compliqué. Alors, ça, c'est ce que je voulais dire donc sur
les problèmes qui sont non Turing recognizable, qu'on peut identifier, il y en a, d'accord? Mais encore une fois, je pense qu'ils sont intéressants et c'est pour ça que je vous l'ai mis dans une des questions. C'est est-ce qu'on on peut dire que ces problèmes sont réels? Est-ce qu'ils existent réellement? Euh, et donc, il y a possibilité de répondre dans les deux sens, hein. Il y a des arguments pour aller dans les deux sens. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Euh, il y a un dernier point que j'ai pas abordé et j'ai seulement 5 minutes. J'ai seulement 5 minutes pour l'aborder, mais c'est pas très grave parce que ce point-là est beaucoup plus facile à appréhender par les lectures que je vous ai mis dans Camilo. Donc, vous pouvez simplement lire les papiers que je vous ai mis. Et j'ai envie de dire, lire ce que vous pouvez trouver sur Internet sur le sujet, d'accord? C'est la question de l'hypercomputation, de l'hypercalcul. Euh, le concept de l'hypercalcul, c'est d'aller au-delà de ce que peut faire une machine de Turing euh, pour, euh, pour résoudre les problèmes qui sont insolvables, pour résoudre ATM, pour résoudre ALT, etc. Alors, vous allez regarder ces modèles-là, ils sont tous fondamentalement problématiques du point de vue de la physique, puisqu'ils défient tous les lois de la physique, d'une certaine manière. Ils sont tous basés sur un rapport à la finitude et à la temporalité qui est juste pas réaliste, en fait. D'accord? Alors, je dis pas que c'est complètement idiot. Ces problèmes-là sont intéressants d'un point de vue théorique, peut-être, mais attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils ne disent pas. D'accord? Donc, si vous choisissez ce sujet que vous voulez en parler plus ou vous avez des questions, je vous invite à me les poser. D'accord? J'estime que c'est pas dramatique qu'on n'ait pas eu le temps d'en parler en cours parce que, euh, encore une fois, c'est un sujet que vous pouvez, j'ai envie de dire, aborder vous-même, mais abordez-le vraiment en ancrant, d'ailleurs, pour les trois sujets, hein, en ancrant vraiment votre réflexion sur ce qu'on a vu en cours, en partant de ce que vous avez vu et de ce que vous avez compris pour pouvoir argumenter dans un sens ou dans l'autre, d'accord? Partez pas sur des choses complètement à côté parce que vous risquez de ne pas vraiment aborder les questions importantes, d'accord? Euh, L'hypercomputation, si on regarde d'un point de vue très superficiel, d'accord? Si on regarde d'un point de vue très superficiel, on peut se dire, oh, bah, c'est une espèce de proposition d'innovation technologique, d'avancée technologique. Non, non, pas du tout. C'est bien au-delà de ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que d'un point de vue théorique, ça vient dire ou ça ne vient ne pas dire? D'accord? Donc, je vais devoir vous laisser, mais euh, donc, euh, donc je vous invite à regarder quand même ce sujet-là, même si on l'a pas abordé en classe. Il y a la présentation que j'aurais voulu vous faire aujourd'hui, que j'ai pas eu le temps de faire. Je vais vous la poster en ligne sur la thèse de Church-Turing, ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas. D'accord? Et là aussi, je vous invite vraiment à regarder en détail. Et il est possible que je vous mette une vidéo, peut-être en français, pour compléter ce cours, parce que euh, je vais peut-être enregistrer une vidéo en plus avec cette présentation et vous la donner pour que vous ayez vraiment tous les éléments dont vous avez besoin pour écrire ces papiers. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je regarde s'il y a des questions pertinentes. Euh, euh, oui. Ah oui, alors attendez, il y a quand même quelques questions. Donc ceux qui doivent partir, vous pouvez y aller, hein. Mais je vais quand même répondre aux questions. Donnez-moi 2 secondes pour vérifier si mon fils va bien.
OK. Donc, s'il y en a qui sont encore là, je peux répondre aux quelques questions qui ont été posées. Donc, le A bar est le complément de A. Oui, dans quoi? Simplement dans l'ensemble de tous les langages possibles. Donc, A bar, ça va être A bar. C'est donc, si je reprends ma... pardon, c'est pas ça. Attention. Donc, si on est dans l'alphabet sigma, d'accord? A bar, c'est donc sigma étoile. L'ensemble de toutes les chaînes de caractères possibles, moins A. Donc, le oméga, c'est sigma étoile. C'est une bonne question. L'ensemble de toutes les... Alors, pas de tous les langages possibles, hein, mais de toutes les chaînes de caractères possibles. L'ensemble de toutes les chaînes de caractères possibles avec l'alphabet. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, je veux bien y répondre. Sinon, n'hésitez pas à me contacter par email. À me contacter par email ou à m'envoyer un email pour me demander un rendez-vous Zoom. Ça ne me dérange pas du tout aussi, hein. On peut convenir d'un rendez-vous par Zoom pour que vous me posiez vos questions en direct si vous préférez. OK? Faut pas hésiter. Voilà, merci pour votre attention.